Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'émission Bonjour le Faso. Merci d'être avec nous. Ce qui fait l'actualité aujourd'hui et cette semaine, bien sûr, au Burkina Faso, c'est l'an 2 du MPSR2 avec à sa tête, bien sûr, le président, le capitaine Ibrahim Traoré et 2 ans au service donc du Burkina Faso. De ces 2 années d'existence, nous ferons le bilan avec l'analyste du discours politique. Il est par ailleurs ancien chercheur donc à l'université. Dr Boukari Nebié sera notre invité du jour. Il sera là notamment pour nous parler et nous faire le bilan donc de ces 2 ans du MPSR2. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on parlera de questions de droit avec Olivier Kabouré qui sera là. Comment faire pour adopter un enfant au Burkina Faso? Vous allez connaître la procédure à suivre avec Olivier de Juristes sans frontières. Mais bien avant ça, vous aurez la revue de presse et puis bien sûr la rubrique à la découverte de. Alors, on s'installe confortablement. Encore bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Direction Bobo Dioulasso. Comment Bobo Kao? Nous espérons que vous allez très bien. Chez nous, ça va bien. Et on est chez vous, donc non loin de la mosquée de Dioulasso-Ba, plus précisément dans le quartier, le vieux quartier de Bobo Dioulasso, pour vous faire découvrir encore l'histoire de ce quartier-là. Parce qu'il faut rappeler qu'au niveau de la mosquée de Dioulasso-Ba, vous allez retrouver toujours des guides qui vous proposent de visiter les vieux quartiers de Bobo Dioulasso et bien sûr les autres sites touristiques tout autour. Nous avons été conduits également par notamment un des guide touristique du vieux quartier de Bobo et nous allons vous inviter à l'écouter. Attention, on ne doit pas visiter ce vieux quartier étant seul et étant étranger également parce qu'il y a des chemins, des voies que les étrangers ne doivent pas emprunter. Donc, on se fait toujours accompagner, on se fait toujours guider. Alors, on y va pour la visite du jour. Dans notre village, nous avons 2 chefs qui sont là. Nous avons le chef du village qui est là et que nous appelons le chef de terre et celui qui a animé ça. Nous avons le chef de canton qui est là. De toute façon, c'est que le gouvernement a élu aussi. Donc c'est ça le chef de canton, c'est lui qui est musulman. Voilà. Donc nous, chez nous ici, nous on ne dit pas le gouvernement qui est élu parce qu'il lui a été donné par les colonisateurs. Voilà. Mais pourquoi le quartier n'est pas loti? Bon, ça de ce côté, nous on ne peut pas en parler trop. Vous voyez, ce que moi je peux dire, moi à mes dispositions même, ce que moi je pense même, moi je vois que parce que c'est la première partie de la ville, pour ne pas oublier la première partie, moi je trouve voilà pourquoi le vieux quartier ici. C'est ce que moi je pense. Si on note les quartiers là, il n'y a plus l'ancien parti encore, donc ça dit que les anciens sont tous partis alors. Voilà, donc. Comme les villages d'habitude. C'est pourquoi l'État essaye de bannir là. C'est-à-dire quand on va dans les villages, à l'époque, oui. Aujourd'hui c'est le modernisme qui fait qu'on puisse avoir des stocks. Oui. À l'époque, non. C'était des terrasses avec de la terre, du banco. C'est le modernisme qui a fait un peu ça. Et à l'époque, quand vous passez par là, si je vous montre le photo de 96, vous n'avez même pas 36. Donc, le village a commencé là, qui a été d'abord appelé Sia, voilà. Sous le nom de la femme du fondateur, le chercheur qui était là. Donc, le village reste de manière traditionnelle. Maintenant, comme le village est venu se trouver à l'intérieur d'une ville, et c'est cette influence moderne qui a un peu, chacun veut montrer un peu l'aisance. Signe de richesse, c'est quand j'ai tôle sur ma maison. Voilà, ou bien j'ai le courant qui passe. À l'époque, il n'y en avait même pas. Ils ont même l'antenne parabolique. Donc, dites de lotir un village, c'est compliqué. On ne peut pas le lotir parce que la terre est acquise avec le chef de terre qui ne se vend pas. C'est-à-dire qu'il nous donne la terre, il demande aux ancêtres, est-ce que cette personne peut s'installer ici? Dans d'autres ethnies, ça peut être le poulet, un coq qu'on donne, qui est immolé, qui est jeté. S'il se couche sur son dos, c'est-à-dire les ancêtres acceptent que vous installez là. Et ça, vous avez à vie. C'est-à-dire lui qui vous a donné, il n'est pas le propriétaire de cette terre. Parce que lui aussi, il est venu d'ailleurs, il a demandé la permission pour s'installer. Et voilà ce que les ancêtres, et c'est lui qui est le chef de terre. Et c'est le chef de terre qui donne la terre. Mais pas moyennant de l'argent. Lui, il doit demander la permission avec ses ancêtres. Donc, et le chef de village, vous allez parler du canton, c'est le grand chef en quelque sorte des Bobos. C'est-à-dire tous les villages Bobos sont sous son autorité. Ce n'est pas seulement le vieux quartier.
C'est-à-dire, nous avons Tounouma, nous avons... Voilà, tous les villages Bobo est sous l'autorité du chef de canton. Le chef de canton, c'est le thème colonial en quelque sorte. C'est le thème colonial pour rassembler. À l'époque, c'était utilisé en quelque sorte, ces chefs de canton, pour percevoir les taxes. On nous donne un certain pouvoir encore plus fort qui nous permet même de punir des gens d'une autre manière. Donc, toutes les taxes est collectées par le chef de canton. Sinon, le chef de canton, c'est un thème. C'est comme on peut donner un exemple comme le Moro Naba. C'est, pour l'histoire que nous savons, c'est le chef des pays Mossé. L'empereur, si on veut le dire, c'est à peu près la même chose. Mais le thème que nous appliquons ici, c'est le thème colonial, le chef de canton. Lui qui connaît les rituels de la terre, c'est-à-dire en quelque sorte, toutefois s'il y a un problème, c'est-à-dire il ne pleut pas, il y a une maladie qui a frappé le village a un problème. C'est vers lui qu'on part en quelque sorte, qui va communiquer en quelque sorte avec le au-delà, les ancêtres et le Dieu de cette terre. Il a un rôle très important, on ne le voit pas. Quand il peut passer à côté de nous, vous allez considérer plus le chef de village, parce que ça c'est plus administratif, plus politique. Mais le chef de terre est encore plus fort en quelque sorte parce qu'il n'y a aucune décision qui peut être prise sans lui concernant le foncier, concernant la terre. Et si quelqu'un offense, pour réparer les erreurs, parce qu'il y a des totems, il y a des jours où il ne faut pas aller dans les champs. Il y a tel truc qui ne peut pas se faire, vous m'excusez, on ne peut pas faire l'amour dehors. Si quelqu'un fait, il a sué en quelque sorte la terre. Et les ancêtres peuvent se fâcher. Et quand les ancêtres se fâchent, c'est quoi? C'est la malédiction. Et la malédiction, c'est quoi? Ça peut être, on n'aura pas de pluie, la famine, une maladie qui fera qu'on ne touche pas de maladie. Donc, il faut aller vers ce chef de terre qui va faire des rituels, demander qu'est-ce qui se passe, qui vont lui dire, bon, vous m'avez offensé, pour réparer, je demande le sang de l'homme, le sang de mouton, le sang de bœuf. Quand il demande le bœuf au mouton, c'est encore plus mieux. Mais à l'époque, c'est ce qui fait que les Blancs nous disent qu'on est comme... C'est ce que le Dieu de cette terre demande pour la réparation. Et c'est toujours le sang qu'il a besoin. La chair n'a pas besoin, la chair, elle est donnée à manger. De retour sur ce plateau pour notamment parler actualité. On s'informe aujourd'hui avec Alphonse Ouedraogo qu'on retrouve à présent. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On commence d'abord par découvrir les titres des journaux. Tout à fait, et c'est avec le plus vieux quotidien privé de la place, l'Observateur Palga, qui affiche ce matin: éducation, c'est une bêtise d'avoir supprimé le fouet. Foi de Gilbert Damiba, instituteur à la retraite. Rentrée judiciaire 2024, audience sur le contrôle de l'activité administrative, c'est à lire toujours dans ce quotidien. Élèves en difficulté scolaire, l'accompagnant d'apprenants, cette alternative que vous ignorez. Rentrée scolaire 2024-25, mes pensées vont particulièrement aux élèves déplacés internes. C'est donc une déclaration du capitaine Ibrahim Traoré, président du FASOM. Bilan et perspective avec l'UNAPESB, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Coupe du monde de Maracana, le Burkina tombe devant le Togo par 4-5. C'est un autre titre du journal L'Observateur Palga. Le journal Le Quotidien, dans sa livraison de ce matin, on peut lire à la une: rentrée scolaire 2024-2025, les élèves de retour dans les classes. Le président du FASO, pendant ce temps, salue la résilience des acteurs du système éducatif, nous informe Le Quotidien. Interdiction de la journée de mobilisation patriotique à Abidjan. Les autorités burkinabées regrettent l'absence de réaction des autorités ivoiriennes. C'est à lire dans le journal Le Quotidien. Insécurité à Ouagadougou, 10 présumés délinquants interpellés. Écrit le journal. Rentrée scolaire toujours. Le PDS de Ouaga invite à créer un climat de confiance et de tranquillité pour une année scolaire réussie. C'est à lire à la page 9 du journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, à sa une ce matin, on peut lire: rentrée judiciaire 2024-2025, assurer un meilleur contrôle juridictionnel de l'activité administrative. Rentrée scolaire 2024-2025, le président du FASO, Ibrahim Traoré, encourage tous les acteurs.
Environ 1800 élèves déplacés internes retrouvent les bains au centre-sud, nous apprend le journal. Nouvelle du front, en septembre, les forces combattantes ont engrangé de grandes victoires contre les terroristes, c'est-à-dire à la page 5. Dans sa rubrique, on murmure, Sidoya écrit, beaucoup de Mohun, les smartphones interdits dans les établissements scolaires. À Pau, l'on apprend que 2 bébés ont été abandonnés en moins de 2 semaines. C'est toujours à l'île Sidoya. Déstabilisation des pays de l'AES. Le ministre nigérien de l'Intérieur invite à la mobilisation et à la vigilance. Le journal Bobolais, l'Express du Faso, nous apprend ce matin, rentrée scolaire dans les cascades, le gouverneur sur le terrain. Rentrée judiciaire 2024-2025 pour une justice administrative plus efficace. Dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit rentrée scolaire, rentrée pour tout le monde, c'est-à-dire à la page 2. Agression à main armée, dit présumé délinquant aux arrêts, nous informe le journal. Semaine de la sécurité routière, l'ONACER sensibilise pour notre sécurité dans la circulation. Rentrée scolaire toujours, de l'engouement dans les écoles. École Sama, c'est à Bobo du Lasso. Vigilance de village de Tiaré qui, pour sauver le centre de santé, se demande donc le quotidien Bobolem. Le journal Le Pays, dans sa livraison de ce matin, on peut lire rentrée scolaire 2024-2025. La F-Inter pour la prise en charge efficiente des élèves déplacés internes. Des lycéens heureux de retrouver leur professeur, nous apprend également le journal. Des parents désemparés, faute de place pour leurs enfants. C'est donc à lire à la page 10 du journal. Dans sa rubrique Révélation, Le Pays écrit en dehors de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré s'adressera au Burkinabé, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Rentrée judiciaire 2024-2025, les magistrats promettent une bonne administration de la justice. Actu Sport, éliminatoire Cannes 2025, Hervé Kofi, le portier burkinabé, forfait pour affronter le Burundi. Rénovation du marché de Sankariari, un taux d'exécution de 95% enregistré, nous apprend le journal. Écoulement mammaire en dehors de l'allaitement. Quand faut-il se faire consulter, se demande le journal donc pour les femmes. Terminons avec le journal aujourd'hui au Faso. Dans sa parution du jour, on peut lire rentrée judiciaire 2024-2025, l'activité administrative au rôle. Sankariari restauré à 95%, nous annonce le journal. Burkina Faso, la F-Inter invite le gouvernement à une rentrée accessible à tous et c'est à lire à la page 6 du journal. IB face au Burkinabé sur 5 octobre à la RTB, écrit le journal. Le chef de l'État souhaite bonne reprise au monde éducatif, c'est à lire toujours dans sa rubrique News du jour. Le Niger accuse la France, pourquoi? C'est à lire à la page 3 du journal. Hausse du prix du cacao et du café en Côte d'Ivoire, nous annonce donc le journal. Merci bien pour ces titres. À présent, nous revenons sur quelques sujets d'actualité. Alors, depuis hier, ce qui marque aussi l'actualité, c'est cette affiche qu'on a vue circuler, notamment l'annonce du face-à-face du président du Faso qui va s'adresser au Burkinabé à travers, bien sûr, la presse. Oui, ça sera donc à la RTV, à la télévision nationale, et je pense que avec le concours donc de l'UNALPHA, des radios partenaires, beaucoup de radios vont donc en tout cas capter cette émission au grand bonheur bien sûr des auditeurs. Ce grand oral du chef de l'État face donc à la population fait suite à ces 2 ans au pouvoir. Donc, il a estimé qu'il était tout à fait normal et indiqué qu'il parle à la population. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'avant, c'était des journalistes qui partaient donc l'interviewer pour des sujets bien donnés, des questions précises.
Et c'était vraiment un échange entre le chef de l'État et bien sûr les journalistes. Cette fois-ci, il a voulu faire mieux que ça en s'adressant donc directement, d'abord répondre aux questions des journalistes et les questions aussi des populations, des citoyens seront donc transmises au chef de l'État directement qui procédera donc à apporter des réponses à ces questions. Donc je pense que il veut vraiment se faire donc l'examen complet et ouvert avec la population, parce que qui parle d'un entretien entre le chef de l'État et la population doit s'attendre à tout, parce que toutes les questions sont possibles. Encore que des gens qui avaient beaucoup de choses à lui demander vont se mettre à la tâche pour en tout cas saisir donc cette opportunité. D'ores et déjà, ce que ceux qui sont en train d'organiser cette émission ont annoncé, c'est que les numéros seront ouverts dès le début donc de l'émission. En tout cas, occasion pour les populations de préparer leurs questions. Et je pense que vous comprenez le français ou le moré ou toute autre langue. Si en tout cas vous arrivez en tout cas à avoir la ligne, vous pouvez poser votre question. Je pense que ces questions seront donc transmises au chef de l'État qui apportera donc des réponses. Donc samedi, rendez-vous samedi. Oui, 5 octobre. 5 octobre. Oui. On passe au deuxième sujet, toujours sur la rentrée scolaire à présent, parce qu'on sait que les cours ont repris depuis hier, mais des parents d'élèves sont toujours dans des difficultés pour manque de place. Des parents d'élèves désemparés, faute de place pour leurs enfants. C'est ce que nous rapporte donc le journal Le Pays dans sa parution du jour. Que s'est-il passé? Il faut noter que c'est au niveau des établissements publics. Voilà. Quand on sait que dans la ville de Ouagadougou, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Donc, dans certains arrondissements, c'est la Croix et la Bannière. Et l'exemple était au niveau donc, du quartier Bonheur-Ville de Ouagadougou, situé dans l'arrondissement 6 ou 7, je crois, où des parents ont rencontré ces difficultés-là, parce que l'assurance avait été donnée qu'il allait avoir beaucoup plus de place. Malheureusement, le jour donc de la rentrée, ils sont arrivés trouver que leurs demandes n'ont pas été donc prises en compte. Comment cela s'est-il passé? C'est difficile de comprendre, parce qu'un parent d'élève ne va pas quand même se lever le jour de la rentrée, 1er octobre, arriver trouver. Et c'est ce jour-là que vous allez demander maintenant la place pour vos enfants. C'est difficile. Donc j'imagine qu'ils avaient déposé des demandes et qu'on leur avait fait espérer qu'ils allaient avoir la place pour leurs enfants. C'est vraiment malheureux ce qui s'est passé. J'imagine que dans certaines écoles primaires, certains établissements publics, il y a eu ces difficultés rencontrées par certains parents. Donc cela pose la problématique du nombre insuffisant des établissements publics, en tout cas dans nos contrées. Quand vous prenez un arrondissement comme l'arrondissement 6, à part donc peut-être Vénégré, jusqu'au quartier Bonheur-Ville, de 6 jusqu'au quartier Bonheur-Ville, vous n'allez pas en tout cas trouver beaucoup d'établissements publics. C'est compliqué pour les populations. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde, d'élèves au niveau des quartiers périphériques, dans les nouveaux arrondissements, plus qu'au centre-ville. Donc, tout le monde essaie de trouver de la place pour son enfant dans l'établissement le plus proche, bien sûr avec les moyens de bord. Donc, le nombre insuffisant de ces écoles publiques pose en tout cas ce problème. L'autre problème, c'est qu'avec la conjoncture économique aussi, des parents d'élèves qui avaient l'habitude d'inscrire leurs élèves au niveau du privé parce que j'estimais qu'il y avait les moyens, cette fois-ci avec la conjoncture économique, même ceux-là qu'on considère comme des nantis, ont ramené les enfants au niveau du public. Donc ça complique davantage la tâche et ça crée vraiment ces anomalies-là. Donc je pense que c'est en même temps une interpellation pour le gouvernement
de se mettre à la tâche pour que d'ici en tout cas l'année prochaine, qu'on puisse avoir autant que faire se peut des établissements publics qui pourraient vraiment désengorger ou en tout cas soulager certains parents parce que ce n'est pas du tout difficile. Cette situation est beaucoup plus rencontrée dans les grandes villes qu'au niveau des villages, des provinces, parce que là-bas, il y a des établissements, mais la population concentrée au niveau des grandes villes fait que ce problème-là demeure. Et qui parle aussi d'école, de reprise, parle aussi du PM, donc les petits marchés au sein des établissements. Et aujourd'hui, tu attires la sonnette d'alarme. Tout à fait, parce que pour certaines personnes, c'est vraiment leur période de traite. Quand les élèves reprennent les classes, il faut encore, surtout nos mamans, aller donc vendre quoi avec les élèves. Ça peut être des jus, ça peut être des sandwichs et toute autre chose. Alors, dans certains établissements, c'est un peu organisé. Vous êtes identifié d'abord avant la rentrée et on vous montre les conditions. Surtout la question d'hygiène, parce que c'est très important. Quand on sait que sont nos enfants qui vont consommer, il faut en sorte qu'il y ait l'hygiène dans ce que vous allez amener, proposer aux enfants. Donc, il procède d'abord à une sélection de tous ceux-là qui viennent proposer leurs services allant dans ce sens. Et on vous montre les conditions. Et je pense qu'il y a des établissements dans lesquels, pour pouvoir, en tout cas, avoir accès au PM, proposer ce que tu as, il faut payer quelque chose. C'est peut-être 2 000 ou 3 000 par mois, tout dépend. Donc, les conditions d'hygiène sont vraiment importantes. Mais est-ce que c'est le cas partout? Est-ce que c'est le cas partout? C'est pas évident. Parce que des établissements qui n'ont pas de clôture, c'est difficile de pouvoir contrôler. Des gens qui se promènent avec leur gâteau ou tout autre produit peuvent, pendant les heures de récréation, marquer une halte et puis commencer à vendre. Donc ça, s'il n'y a pas un suivi, ça peut créer vraiment des soucis pour nos enfants. S'il n'y a pas aussi un suivi au niveau donc de la direction de l'établissement, c'est encore plus compliqué parce que des gens peuvent venir avec des produits. Aujourd'hui, ce n'est pas fini. Le lendemain, on ramène le même produit. J'imagine que si c'est par exemple du sandwich, c'est grave pour nos enfants. Et même les jus, comment c'est fait? Est-ce que véritablement c'est le sucre qui est utilisé pour les jus, en tout cas qui intéresse beaucoup nos enfants? Je pense que à ce niveau, il doit avoir un regard. Et ce regard-là, on ne doit pas donner cette responsabilité seulement aux dirigeants, aux premiers responsables de l'établissement, mais je pense que dans sa politique, le ministère en charge donc de l'éducation doit inscrire cela, montrer un certain nombre de conditions, accompagner vraiment les responsables d'établissement pour en tout cas une bonne hygiène, en tout cas la santé, pour assurer la santé des élèves. C'est très important. Oui. Voilà, si on peut mettre certaines conditions, demander qu'on respecte certaines telles choses, je pense qu'on peut inscrire cela, parce qu'avant de pouvoir apprendre, il faut être en bonne santé. Et tout important. Passe par là. Oui, c'est important. Combien de fois, en passant, peut-être un enfant prend un gâteau ou du bissap ou du jus et après se retrouve avec des maux de ventre. Il faut vraiment contrôler ça. Il faut vraiment contrôler. Ce sujet particulièrement me tient à cœur parce que il faut, surtout pour les responsables d'établissement. Oui. Privés, par exemple, eux, ils ont quand même la possibilité aussi de bien organiser les choses, même si étatiquement aussi, on peut, au sein de l'administration. Par exemple, il y a des établissements qui interdisent de créer le petit marché en dehors de l'établissement. Je parle bien sûr de ceux qui ont des clôtures, qui font entrer les femmes à l'intérieur. Par exemple, moi, j'ai fait le mix de la 6e jusqu'en terminale. À Ogoungé. Quand j'étais en 6e, le petit marché était dehors. Et je sais que autour de 4e, on a fait rentrer toutes les femmes à l'intérieur, dans la clôture. Et je pense que ces femmes même devraient subir des examens de santé chaque début de rentrée, avant même de pouvoir vendre. Donc, ça veut dire qu'à 10h, vous ne sortez pas, la porte reste fermée. Vous avez tout le nécessaire à l'intérieur et vous achetez. Je trouve que c'est une bonne politique à adopter pour ceux où
Il n'y a vraiment pas de clôture. Ça, c'est vraiment compliqué. C'est le désordre. C'est ça le problème. Donc, il faut veiller à contrôler. C'est un bon sujet et je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Merci je bien. pense que tout un chacun doit faire son travail. Bien Voilà. sûr. Merci pour ces analyses. Merci. À présent, on va courir pour découvrir les couleurs du temps et c'est à travers la météo du jour. L'un du capitaine Ibrahim Traoré avec son équipe, on en parle avec notre invité du jour. Nous sommes avec Dr Boukari Nebié. Je rappelle qu'il est ancien chercheur donc à l'université et surtout on le reçoit aujourd'hui en tant qu'analyste du discours politique. Bonjour à vous, docteur. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci de l'invitation. Une petite précision, analyste du discours, pas politique. Pas politique, analyste du discours, voilà. C'est ma spécialité. C'est ça, merci beaucoup. Merci. Alors, merci pour la précision. Alors, docteur, vous êtes avant tout enseignant également et c'est la reprise des cours pour les élèves depuis hier d'ailleurs mais également pour les enseignants. Quel est votre mot à l'endroit du corps éducatif? Je suis moi-même du corps, vous l'avez tantôt rappelé. Donc, s'il y a un mot à l'endroit, pas du corps éducatif, à notre endroit, c'est de souhaiter que cette année soit une année assez paisible sur le plan sécuritaire pour permettre à tous les enfants du Burkina Faso, où qu'ils soient, dans quelques hameaux de culture où ils se trouvent, puissent aller paisiblement à l'école et que les enseignants que nous sommes, le corps éducatif dans son ensemble, puissent mener à bien ces activités parce que l'éducation est certainement l'arme la plus fatale qui puisse nous permettre aussi de vaincre ce combat que nous mènent des obscurantistes, je ne veux pas des terroristes, mais aussi la clé, pas la seule clé, mais une des clés du développement qui puisse permettre à tous les enfants du Burkina demain que chacun puisse vivre dignement en travaillant bien sûr. Alors, le pouvoir actuel, le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré avec son équipe a eu 2 ans d'existence. Quel qualificatif vous pourrez coller à ces 2 ans de gouvernance? Ça, c'est pas assez simple, mais on va se prêter à l'exercice. Est-ce que c'est une gouvernance active? Ah oui. Ou... Je vous laisse trouver le mot. C'est ça. Pour moi, une gouvernance vertueuse, et une gouvernance de rupture. Donc, vertueuse et rupture. Voilà, les deux. Mais surtout de rupture. Parce que quand on regarde toutes les mesures qui sont prises, toutes les décisions qui sont prises, tous les actes qui sont posés, certainement, le capitaine et son équipe s'inscrivent dans cette dynamique de rupture, avec grand R, bien sûr. Rupture dans tous les plans. Dans tous les plans. Ouais. Et si on veut parler du bilan sécuritaire, on peut s'en tenir déjà à ce que le ministre des Affaires étrangères a déclaré à la tribune de l'ONU pour commencer. 70% du territoire sous contrôle, contre 40% en 2022. Est-ce que déjà ça rassure? Oui, c'est rassurant. C'est vrai, très souvent, il y a quelques mois de cela, je crois bien, le Premier ministre avait parlé de 105%. Le ministre des Affaires étrangères à la tribune de l'ONU, vous l'avez dit, a parlé de 70% du territoire qui est aujourd'hui sous le contrôle de l'État burkinabé. C'est rassurant parce qu'on sent que les choses vont crescendo. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut que se réjouir. Même si on aurait souhaité que, à l'orée de cette deuxième année de la gouvernance du capitaine Ibrahim Traoré, on soit à 100%. C'était l'idéal. Mais quand cela ne tienne, je pense que la dynamique est bonne. La difficulté également qui fait que jusqu'à présent, l'État n'est pas recouvré la totalité du territoire est liée au fait que, de mon point de vue, c'est vu l'ampleur du phénomène. Parce qu'on peut le nier, on peut ne pas être d'accord avec ceux qui sont au pouvoir, mais l'évidence c'est que de 2015 à 2022, quand même le mal a eu le temps de s'enraciner. Les gens sont avec nous, donc ce n'est pas évident. On ne peut que les encourager et souhaiter véritablement que à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré, on ne parle plus de terrorisme au Burkina Faso.
Alors, toujours sur le bilan sécuritaire, ces 2 ans durant lesquels aussi on a vu la rupture, comme vous l'avez dit, on a vu des images de drones régulièrement sur notamment les combats de nos forces de défense et de sécurité, les ripostes ou encore la neutralisation des forces du mal. On a vu ça tout au long des 2 ans et ça continue d'ailleurs. Est-ce que c'est une méthode pour vous qui a son sens et qui marque les Burkinabés? Absolument. Il n'y a qu'à voir les commentaires sur les différents réseaux sociaux. Chaque fois que au journal de la télévision nationale, des images où nos hommes malmènent les terroristes sur le terrain, bien sûr, je vais dire quoi, avec aussi les drones de combat, les commentaires qui vont avec montrent que les Burkinabés attendaient quand même cela. C'est vrai, dans l'approche, il y a certains qui ne sont pas de cet avis-là, qui estiment qu'il faut trouver d'autres méthodes. Moi, je crois que c'est la bonne. On a expérimenté d'autres méthodes ailleurs, ça n'a pas donné. Même au Burkina Faso ici, on a expérimenté d'autres méthodes jusqu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré qui n'ont pas donné des résultats assez probants. Mais je crois qu'avec l'introduction des drones dans le combat contre le terrorisme a considérablement affaibli la marge de manœuvre des terroristes. Et je crois que entre-temps, c'est vrai que on n'a pas de sources assez officielles, mais des terroristes eux-mêmes qui font comprendre que l'introduction des drones est certainement la chose qu'il ne fallait pas parce que ils craignent cela. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et le fait que les images soient montrées au Burkinabé est également une bonne chose, quand même que le Burkinabé sache que c'est nos efforts, contributions patriotiques pour recouvrer notre sécurité d'antan. On ne jette pas l'argent par la fenêtre. Ce que nous donnons comme contribution est effectivement mis à contribution pour aider à éradiquer le terrorisme dans notre pays. Vous avez parlé de contribution, qu'il fallait montrer aussi qu'on ne jette pas l'argent par la fenêtre. Et ça a été le cas aussi pour notamment la présentation de matériel de guerre acquis. Ça, on a vu ça aussi durant ces 2 ans. Oui, ça a été une des innovations également ou des stratégies de communication. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut appeler ça, du gouvernement qui consiste à plusieurs reprises, que ce soit le président du Faso ou son ministre en charge de la défense, le général Kassoum Koulibaly, qui consiste à donner des matériels de combat, des matériels de protection aux forces combattantes et en médiatisant cela pour que les Burkinabés quand même voient où est-ce que véritablement leur argent va. Et je crois qu'il y a quelques mois de cela, le ministre de l'économie, Dr Aboubakar Nakanabo, notait qu'en 2023, le Burkina avait dépensé $1 milliard, soit 600 milliards de nos francs CFA dans l'achat du matériel pour lutter contre le terrorisme. Et ça, ce n'était que à mi-parcours, bien sûr. Donc, on peut estimer que véritablement, nos contributions ne sont pas jetées à l'eau, encore une fois. Mais ce qui, quoi qu'on dise, a entaché cette lutte-là, c'est l'attaque il y a pratiquement quelques semaines ou 1 mois et quelques au niveau de Barsalgo, qui a fait parler, qui a créé un choc au sein de la population. Je pense que c'est quand même cette attaque-là aussi qui a touché ou qui a entaché, quoi qu'on dise, la lutte contre le terrorisme ces dernières années. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'était le 21 juillet 2024 à Barsalgo. Effectivement, madame, j'ai souvent dit, et malheureusement, cette attaque-là arrive à un moment où les Burkinabés ne s'y attendaient véritablement pas. Pas parce qu'on s'est dit que le terrorisme n'existe plus, mais au regard de ce dont nous venons de parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'acquisition de matériel de combat, de protection et de surveillance que notre armée dont notre armée a pu se doter, que l'attaque de Barsalgo ait lieu dans ce contexte-là, où véritablement, sans démagogie, on peut parler de montée en puissance de l'armée, on ne peut pas véritablement comprendre ce qui s'est passé.
véritablement. Et je fais partie de ceux-là qui estimaient qu'il faut que la lumière soit faite sur cette question-là. Parce que, dans mon intime conviction, ce n'est pas sans complicité. Et fort heureusement, à un certain moment, le Premier ministre est sorti lors d'une montée des couleurs à la primature, où il a parlé de dupé, que l'État burkinabé a été, enfin le peuple burkinabé a été dupé, où il a estimé que les conseils donnés par le président du Faso, qui est celui-là même qui a demandé que les tranchées soient creusées pour la protection des populations, certainement a donné des consignes. Il se demandait pourquoi les consignes n'ont pas été respectées. Donc ce genre de questions rhétoriques-là me conforte qu'il y a à l'interne, aussi bien au niveau des civils, certainement, qu'au niveau de non-civils, des gens qui ont certainement facilité la tâche à cette hécatombe-là. Et on l'a vu également, peut-être qu'on va y revenir avec les révélations du ministre de la Sécurité, qui montrent clairement que les hypothèses que j'émettais en la matière n'étaient pas fausses. Vous savez, même si nous sommes devenus les États-Unis en termes d'équipement militaire, en termes d'armement, tant que dans nos rangs, il y en aura toujours qui vont pactiser avec l'ennemi, nous ne serons jamais en paix. En Morée, on dit non, le sorcier là, de dehors, ne prend pas quelqu'un dans la cour s'il n'y a pas un sorcier dans la cour. C'est cela. Donc les terroristes, quelle que soit leur force, quel que soit leur équipement, ne peuvent pas venir jusqu'à frapper l'État à un certain niveau sans qu'il n'y ait eu des complicités. Et si on refuse de situer les responsabilités, demain ça va nous arriver. Mais si nous regardons les choses en face pour situer les responsabilités, pour trouver les complices et leur réserver le traitement qui sied, je crois que ça sera le moindre mal pour le Burkina Faso. Sinon, on pourrait épargner la vie d'une personne, mais on mettra à péril la vie de milliers de personnes. Et la suite, justement, ce sont les révélations dont vous parlez tout à l'heure. D'abord, du ministre donc, de la Sécurité. Et après cette sortie, beaucoup ont dit, mais c'était vraiment un plan préparé ou vraiment le gouvernement a décidé cette fois-ci, à travers le ministre, donc de détailler ce qui était prévu. Ça, c'est une stratégie de communication. Oui, une stratégie de communication aussi. Mais que moi je salue, parce qu'il ne sert à rien véritablement de garder les choses au frigo, comme disent les journalistes. Et puis, la population se pose 1000 questions. Et donner la primeur ou la primauté de l'information aux ennemis. Si vous ne communiquez pas, les ennemis vont communiquer. Et même quand vous communiquez, vous voyez la riposte. On déplace le débat. Donc là, et quand j'ai écouté le ministre en charge de la sécurité, le commissaire divisionnaire Sana, véritablement, j'ai eu froid. J'ai eu froid. Je me suis demandé comment des Burkinabés, quel que soit leur statut, peuvent véritablement avoir un tel projet assez funeste contre leur propre pays. Madame, ma conviction, c'est que le capitaine Ibrahim Traoré ne sera jamais aimé par tout le monde. C'est ma conviction. Il n'en a pas existé ailleurs, il n'en a pas existé au Burkina, il ne sera pas celui-là qui sera aimé par tout le monde. Mohamed, paix et salut sur lui, n'a pas été aimé par tout le monde. Jésus-Christ qui est venu pour sauver les enfants d'Israël n'a pas été aimé par tous les enfants d'Israël. Même Dieu lui-même, il y a des philosophes qui disent qu'il n'existe pas. Il y a des gens qui lui demandent pourquoi Dieu tu m'as fait court. Donc c'est pour dire que ça n'existera nulle part. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le capitaine Ibrahim Traoré qu'on sera contre son propre pays, madame. Il y a eu des régimes au Burkina qui n'ont pas été soutenus par certains Burkinabés. Mais ces Burkinabés-là sont restés dans les cadres, j'allais dire, étatiques pour manifester leur désaccord. Mais ici, voir ce vaste complot qui crée un pont, une jonction entre des terroristes, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des journalistes,
cette fois-ci, les journalistes sont clairement identifiés, excusez-moi. Bon, comme les noms aussi ont été cités, donc on a entendu les noms aussi comme vous. Absolument. Donc, voir ce vaste complot contre son propre pays. Et encore, moi je dis, on peut même vouloir faire un coup d'État. Pour moi, c'est encore un peu acceptable qu'on dise un coup d'État. Un peu acceptable. Mais aller comploter avec des terroristes, c'est pour venir gouverner quel pays? Ils vous aident à prendre le pouvoir. Vous gouvernez quel peuple? Et quand on écoute les révélations du ministre Sana, ce qui était en préparation, si cela avait eu lieu, imaginez l'hécatombe. Et malheureusement, fort malheureusement, des gens qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays-là, qui sont impliqués, l'argument qu'on trouve après, c'est de dire, dans tous les cas, si le capitaine Ibrahim Traoré échappe à un coup d'État, il n'échappera pas à une rébellion. Et la même personne, dans tous les cas, c'est cité, c'est Newton Ahmed Bari, qui dit que dans tous les cas, c'est une deuxième rébellion parce qu'il existe, selon lui déjà, une des rébellions rébellion djihadiste au Burkina. Madame, quand on écoute ça, honnêtement, pour quelqu'un comme moi, il y a 3 ans de cela, je pouvais donner ma tête à couper pour Newton Ahmed Bari. Je crois que c'est une déception totale. On ne peut pas tomber aussi bas. Et je crois que c'est un des vœux que les musulmans aiment formuler entre eux, que Dieu nous donne une bonne fin. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas une bonne fin. Déjà pour ce que nous avons vu. C'est malheureux, madame. Et on se rappelle que lors de la lecture, notamment de ce détail sur les plans des déstabilisateurs lus par le ministre Sana, il avait promis des preuves. On n'a pas attendu longtemps, les preuves sont sorties parce qu'on a vu également le témoignage du sieur Kinda et à côté de lui, des chefs terroristes. C'est une première carrément au Burkina où on voit vraiment présenter à la télé comme ça un témoignage direct. Et... Je dis, s'il faut plus que ça même, pour que les Burkinabés comprennent que... c'est réel ce qu'on raconte. C'est réel ce qu'on raconte. Vous savez, depuis qu'il y a cette histoire de apatride, non apatride, honnêtement, c'est un mot que je n'aime pas employer. Mais je comprends parfaitement ceux qui emploient le mot apatride. Mais moi, ma conviction, c'était que on ne peut pas dire que tous les Burkinabés aiment le pays. C'est pas vrai. Quand on le dit, les gens disent non, vous voulez stigmatiser. On stigmatise personne. Tous les Burkinabés n'aiment pas le pays, madame. Regardez Monsieur Kinda, mais un commandant de forces spéciales qui lui a été formé par l'État burkinabé, qui doit protéger la population burkinabé, même quand on est en dissension, quand on est en rupture de ban avec les autorités, on se met quelque part. On peut se caser. On peut se caser. Honnêtement, moi j'ai toujours dit, si moi je ne soutiens pas un régime, je mène mes activités calmement. Moi je suis enseignant-chercheur. Personne ne viendra me demander, me mettre une corde au cou, de soutenir le régime. Non. Si je veux, je le fais. Si je ne veux pas soutenir le régime, je ne le soutiens pas. Mais je mène mes activités en tant qu'enseignant-chercheur. Vous comprenez? Mais que moi, je boycotte, par exemple, les cours parce que je suis contre les autorités, il y a un problème. Que Kinda, du haut de son rang, du poste qu'il occupe, complote avec des terroristes contre son propre pays, c'est assez catastrophique. Et quand vous dites le fait de présenter cela à la télé, c'est très bien. Rappelez-vous, il y a quelques années de cela, professeur Laurent Bado disait que si on prend un élève assez indiscipliné en classe, on le fait passer à la télé au journal de 20h avec ses parents, et puis on dit, tel enfant, voilà ce qu'il a fait, et ce sont ses parents comme ça. Vous allez voir, si on fait 3 cas comme ça, il n'y aura plus d'indiscipline à l'école, parce que chaque père à la maison, chaque mère à la maison va dire à son enfant, c'est à cause de toi que je pourrais passer à la télé pour être honni de cette façon. Donc chacun éduquera son enfant comme il se doit. Aujourd'hui,
les Burkinabés savent que ceux qui attaquent le Burkina le font avec la complicité de Burkinabés. Donc il n'y a pas, j'ai toujours dit, un terroriste n'est pas un frère. Et j'ai aimé ce que le ministre Sana a dit. Il demande à chaque parent dont les enfants sont dans cette entreprise assez diabolique-là, il faut les raisonner. Mais on a vu aussi le communiquant des terroristes qui très rapidement disent que le ministre est en train de menacer les parents, les proches, et eux-mêmes ils ont peur pour leurs parents rester. Ça encore, c'est Nab qui est le chef de file de cette manipulation. Ça me convainc finalement pour des gens qui disent que Nab, c'est le plus grand manipulateur du Burkina du 21e siècle. Non, le ministre Sana n'a nullement dit, dans la vidéo que moi j'ai suivie, que certainement vous avez suivi, qu'il faut s'en prendre aux parents de ceux qui sont mis indexés. Il a dit, raisonnez vos enfants. Oui, raisonner, c'est parler, convaincre de laisser le mal. Mais qui peut s'opposer au fait qu'on dise à un parent, dis à ton enfant que ce n'est pas bien de se mêler à une entreprise terroriste. Et on comprend justement pourquoi le terrorisme jusqu'à présent a la peau dure. Parce qu'il y a certainement des gens comme Nab, excusez-moi si son nom revient beaucoup, qui disent aux parents des terroristes, puisque lui-même il a dit dans un de ses posts, que lui et Alpha Bari étaient enfin c'est Alpha Bari qui l'a dit, Nab était en connexion avec des terroristes pour des négociations depuis 2022. Qui est Nab? Une institution de la République, lui seul, pour être en connexion avec des terroristes pour des négociations sans que ce soit l'État qui l'ait mandaté, il y a un problème. Donc aujourd'hui, je crois que les choses sont assez claires. Il appartient aux autorités de ne pas faire dans la dentelle, de mettre de côté les questions de sentiments, parce que nous autres avons besoin de ce pays-là pour travailler, pour que nos parents, aujourd'hui à qui nous sommes obligés régulièrement de tendre la main, puissent retourner dans leur village et cultiver et vivre dans la paix. Et dans la dignité. Dans la dignité, absolument, absolument. Pouvoir travailler soi-même et vivre de ce qu'on gagne. C'est tout ce qu'on souhaite. Alors, il faut dire que tout ça, ces révélations aussi ont été possibles grâce à la collaboration entre les pays de l'AES. Quoi qu'on dise, on se rappelle bien que certains ont été arrêtés au Niger. Alors, le Burkina, le Mali, le Niger qui créent l'AES, qui, durant ces 2 ans aussi, qui, quoi qu'on dise, fait parler beaucoup à l'extérieur et beaucoup continue aussi d'indexer l'AES. Vous allez tomber finalement. Quel avenir, selon vous, pour ces 3 pays-là qui ont quand même décidé de rester ensemble dans la lutte de coordonner, pas que dans la lutte contre le terrorisme, mais développer aussi leur pays? Je crois que quand on a écouté le ministre, enfin, autant pour moi, le président Assimi Goïta, lors de son discours marquant l'an 1 de l'AES, oui, et la création de la confédération, il avait dit que l'AES, ce sont les 3D, défense, diplomatie, développement. Je crois que si véritablement ces 3D-là, on arrive à les mettre en application, mais l'avenir, enfin l'AES aurait un bel avenir. Les populations haïtiennes, si vous me permettez l'expression, seront certainement des gens qui pourront vivre dans un espace assez sécurisé. Et si l'espace est sécurisé, il y va certainement qu'on aura le développement. Mais on peut aussi saluer, vous l'avez dit, la collaboration entre les 3 États pour mutualiser leur intelligence, leurs efforts. Parce que c'est tout ce qu'on demandait. Auparavant, les terroristes semblaient plus intelligents que nous. Je ne vais même pas dire semblaient, étaient plus intelligents que nous. Pendant que nous, États constitués, émettons des réserves, émettons des barrières entre nous pour dire on ne peut pas poursuivre un terroriste au Burkina Faso, franchir les frontières du Burkina et le Niger, sans que le Niger ne dise ok, avant qu'on le franchisse, le poursuive. Les terroristes avaient cette possibilité-là de se mouvoir entre les 3 pays et au-delà. Mais pourquoi, parfois, nous fermons les yeux sur des choses qui sont parfois assez simples? On sait que la frontière entre le Burkina et le Mali, enfin, frontière Burkina-Mali, frontière Burkina-Niger, est assez longue. Mais s'il y a cette intelligence-là,
il y a des accords qui existent, qui peuvent autoriser des militaires maliens de franchir les frontières burkinabè parce qu'ils sont à la pousse des terroristes et vice-versa. Je pense qu'il n'y a pas meilleure chose. Et je voudrais également profiter, saluer véritablement, il faut le dire, nos services de renseignement. L'ANR, avec à sa tête le commandant Yabré, j'ai dit, il mérite maintenant d'être un ébier parce que c'est un véritable travail de renseignement qui a été fait. Et quand vous voyez les révélations, avec les preuves à l'appui, les indices assez concordants, on peut se réjouir parce qu'on a véritablement des jeunes, mais des jeunes qui savent ce qu'ils font, compétence et efficacité. On parle de collaboration. En tout cas, pour l'AES, eux, ils ont décidé d'aller ensemble pour la lutte contre le terrorisme. Mais lors des révélations aussi du ministre Sana, on se rappelle des pays qui ont été cités. Et ça semble ne toujours pas aller avec certains pays. On ne va pas se le cacher. Avec la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a dit qu'il y a certaines rencontres, même des déstabilisateurs qui ont eu lieu au Ghana, au Nigeria. Alors, on se demande bien, finalement, surtout avec la Côte d'Ivoire à côté, et comment on fait pour notamment permettre à ces pays-là, soit quand même qu'ils puissent nous permettre d'aller profondément dans la lutte ou nous aider à détecter aussi ces personnes-là qui fuient nos frontières pour aller se réfugier là-bas. C'est malheureux. C'est malheureux. Le Burkina Faso de Blaise Compaoré a déstabilisé la Côte d'Ivoire à travers la rébellion de Laurent Gbagbo. A déstabilisé la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui semble être, je vais dire quoi, le couloir par lequel le mal pourrait arriver au Burkina. C'est assez malheureux. J'ai toujours dit, quand moi je parle de la Côte d'Ivoire, mon âme se meurt. Plusieurs raisons. J'ai une partie de moi en Côte d'Ivoire. Ma mère y vient. Je suis aujourd'hui enseignant-chercheur. Il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs en Côte d'Ivoire qui m'ont orienté, qui m'ont dirigé. J'ai des amis là-bas. Mais quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, véritablement, pourquoi nous faisons cela? Imaginez si entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il y avait un partenariat assez sincère. Est-ce que, certainement ce qu'on a dit dans les révélations là, des gens pourront se caser en Côte d'Ivoire et puis préparer des plans contre le Burkina Faso? On a vu le FDR de Innocent Ouedraogo, un journaliste, et il a fait sa déclaration depuis Abidjan, où il demande de prendre les armes contre le Burkina Faso. Les autorités ivoiriennes ont dit quoi? Il me semble, et je l'ai des sources sûres, lorsque l'ex-commandant de l'ANR, DG adjoint de l'ANR, le commandant Sékou Ouedraogo et le comptable de l'ANR se sont retrouvés du côté d'Abidjan, les autorités burkinabènes ont écrit à la partie ivoirienne pour lui demander quel est le statut sous lequel ces deux personnalités, par exemple, vivent en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Ça veut dire quelque part que la Côte d'Ivoire est impliquée. Mais quand nous disons la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens eux-mêmes sont otages aujourd'hui. Est-ce que Alassane Dramane Ouattara, malheureusement, lui-même n'est pas otage? Quand on regarde justement les révélations faites par Bourgi. Ça a un lien forcément avec... Donc, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara doit faciliter la tâche et aux Burkinabés, et aux Ivoiriens, et à lui-même. Il y a quelques mois, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, il avait dit qu'il a deux pays, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense qu'il s'est trompé. Il a deux pays, c'est le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et qu'il n'oublie pas que demain, si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, il pourrait se retrouver au Burkina Faso. Donc c'est l'occasion de rendre les Burkinabés dont on a besoin pour la suite. Absolument. De la lutte. Je pense qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut simplement demander aux Burkinabés, enfin aux autorités burkinabées, que ceux-là qui sont indexés, quand ils vont venir, qu'ils aient droit à une justice équitable. Oui. Là, je suis d'accord. Mais que la Côte d'Ivoire ferme les yeux là-dessus, et malgré les révélations qui ont été faites, les autorités ivoiriennes, au lieu de répondre, passent par France 24. On a vu Serge Daniel, journaliste de RFI,
qui accorde une interview à RFI et qui dit que lui, il a contacté les autorités ivoiriennes et qui disent que la communication, les révélations faites par le ministre Sana constituent en quelque sorte une façon de vouloir noyer le poisson dans l'eau, parce que ce sont les autorités ivoiriennes, d'après Saint Daniel, qui auraient d'abord découvert un plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire où le Burkina est impliqué. Et donc, eux, ça les étonne que ce soit le Burkina. Pourquoi les autorités ivoiriennes n'avaient pas mis ces preuves-là sur la table? Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, la manipulation, elle est à plusieurs niveaux. Mais je dis encore, c'est pas joli que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, soit indexée de cette façon-là. Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens doivent remettre au Burkinabé tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et qui veulent déstabiliser le Burkina Faso. On n'empêche pas un Burkinabé de vivre en Côte d'Ivoire, tout comme il y a des Ivoiriens au Burkina Faso. Mais on ne peut pas se servir de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour déstabiliser le Burkina. Du reste, vous avez vu le ministre de la Sécurité également du Ghana, qui était de passage ici. Je crois qu'il faut saluer cela. C'est quelque temps après qu'il y a eu ces révélations. Le Ghana certainement collabore. Parce que, comme dit quelqu'un, les pays anglophones ne sont pas hypocrites, ne sont pas malhonnêtes. Voyez-vous, même quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et que les gens comme Justin Koné Katina, qui est de la galaxie Bago, s'étaient retrouvés au Ghana. Mais après, quand ça n'allait pas, parce qu'ils étaient accusés de complicité pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, le régime Alassane Dramane Ouattara, la Côte d'Ivoire a remis... le Ghana a remis Justin Koné Katina, les Simon Bago et autres. Donc aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire s'inscrive également dans cette dynamique-là. Parce que nous avons besoin de mutualiser nos efforts, de mutualiser nos intelligences pour vaincre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le Burkina. Demain, à qui le tour? En tous les cas, la Côte d'Ivoire a déjà un cas, celui de Bassam. On ne souhaite pas que ça arrive encore. Mais si la Côte d'Ivoire peut fermer les yeux sur des faits de terrorisme qui menacent le Burkina, on ne souhaite pas. Mais vous savez... Dieu, parfois, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas exclu que demain, ce soit nous qui nous mobilisions pour aider d'autres pays à lutter contre le terrorisme. Alors, docteur, le temps est terminé. Soulignons quand même que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de s'adresser à la population le samedi prochain. On se demande bien, on a hâte, hein, beaucoup de choses pourraient sortir de ces échanges-là, parce qu'il ouvre aussi la possibilité de poser des questions. La population pourra poser des questions après les échanges avec les journalistes. Oui, absolument. C'est d'ailleurs vous-même qui m'avez envoyé l'information hier. Et je salue cela parce que il va parler à la radio nationale. Je crois que et puis synchroniser aussi avec certaines radios partenaires. De mémoire d'homme, c'est un peu rare au Burkina qu'un président parle à la radio nationale synchronisé avec les radios partenaires de la radio nationale et que les populations puissent interagir. Je pense qu'il le fallait. Et ça prouve encore une fois que c'est un président assez décomplexé. Avant, on partait parler à RFI, on partait parler à Journal Le Monde, on partait parler à France 24. Mais là, je pense que depuis qu'il est arrivé, il parle beaucoup à des médias nationaux et cela, il faut le saluer. Ça donne une certaine, je vais dire quoi, audience, non seulement à nos médias, mais ça permet au président aussi d'être plus proche de ces populations. Et surtout que là, il y a des questions qui lui seront posées directement. Oui, et on a dans toutes les langues. Hein, absolument. D'ailleurs et je salue cela parce que il y a des ministres qui font des rapports, qui remettent au président pour dire ici c'est comme ça, là c'est comme ça. Mais je pense que avec les questions qui seront posées directement, le président pourra mesurer si véritablement les rapports qu'il reçoit sont vrais ou bien sont montés dans des bureaux assez climatisés. Merci beaucoup, docteur. On attendra de voir ça et on verra la possibilité d'analyser tout ça aussi avec vous. Avec plaisir. Pourquoi pas la semaine prochaine. Merci à vous d'être passé. Je rappelle que docteur Boukali Nebié, ancien chercheur à l'université, il est analyste du discours. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On se retrouve pour la chronique Questions de droit. Nous sommes avec Olivier Kaboré de Juristes sans frontières. Bonjour. Bonjour Abzet et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Alors Olivier, comment adopter un enfant au Burkina? C'est le thème aujourd'hui et il faut savoir que c'est possible. Vous allez savoir maintenant comment ça peut se faire. Alors qu'entend-on par adoption ou adopter
adopter un enfant? Alors, pour répondre à votre question, je dirais... bon, avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que en Afrique, l'enfant est considéré comme un don de Dieu. Et quand on a l'opportunité ou la chance de mettre un enfant au monde, ce qu'il faut savoir, c'est que avec cet acte-là, un certain nombre d'obligations suit la venue de l'enfant au monde. Donc, les parents ont, vis-à-vis de l'enfant qu'ils mettent au monde, un certain nombre d'obligations et de droits aussi. Le fait, c'est que tout le monde n'a pas cette possibilité ou cette chance-là de pouvoir enfanter ou de mettre un enfant au monde. Et la loi a beaucoup réfléchi par rapport à ça et permet à toutes ces personnes-là qui sont dans un défaut d'enfant ou qui veulent avoir des enfants mais qui n'ont pas la possibilité d'en avoir, de passer par une procédure juridique, bon, en justice, pour pouvoir prendre un enfant qu'ils n'ont pas mis au monde, biologiquement parlant, et le considérer comme leur propre enfant. Et c'est cette procédure-là qu'on appelle la procédure d'adoption. C'est tout simplement le fait pour une personne de prendre un enfant et de le considérer comme son propre enfant. Il existe deux types d'adoption en droit burkinabé. C'est ce qu'on appelle l'adoption plénière. Et dans ce type d'adoption, l'enfant perd tout lien avec sa famille d'origine. Ça veut dire que la personne qui adopte l'enfant prend l'enfant en totalité et sa famille d'origine disparaît aux yeux de l'enfant. D'accord. Et en plus de cela, il y a ce qu'on appelle l'adoption simple. Et ça, c'est un peu le contraire de l'adoption plénière. Certes, l'enfant devient votre enfant, mais l'enfant garde un lien avec ses parents d'origine. C'est comme si l'enfant avait en ce moment deux familles. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un âge pour l'enfant pour être adopté? Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge n'est pas prioritaire en matière d'adoption. Ça veut dire qu'on peut adopter à tout âge. Mais la loi dit que si l'enfant a adopté ou si la personne qu'on doit adopter a plus de 15 ans, il doit donner personnellement son consentement. Okay. Voilà, sinon on peut adopter à tout âge. Alors, est-ce que tous les enfants peuvent faire l'objet d'adoption? Voilà, la question elle est très... Parce que tous les enfants ne peuvent pas faire l'objet d'adoption. Okay. Voilà. La loi a déterminé 4 cas ou 4 catégories d'enfants qui peuvent faire l'objet d'adoption. Et la première catégorie d'enfants, ce sont les enfants dont les parents sont inconnus. Okay. Les enfants délaissés de leur bas âge. On ne sait pas l'enfant appartient à qui se retrouve dans des orphelinats ou dans des centres d'accueil. La deuxième catégorie d'enfants, ce sont les enfants orphelins. Okay. Les enfants orphelins aussi peuvent faire l'objet d'adoption. Et la troisième catégorie d'enfants, ce sont les enfants dont les parents ou le conseil de famille acceptent qu'on puisse les adopter. Ça veut dire qu'ils donnent leur consentement pour qu'on puisse les adopter. Voilà. Et la quatrième et dernière catégorie d'enfants qu'on peut adopter, ce sont les enfants qui sont déclarés abandonnés par la justice. Okay. Ça veut dire, quand vous délaissez votre enfant dans une autre famille ou dans un centre d'accueil ou une institution pour enfants, et qu'au bout d'une année, vous ne vous occupez pas de lui, vous ne vous intéressez pas à lui, la justice plutôt peut déclarer que cet enfant-là est un enfant abandonné. Donc, cet enfant peut faire l'objet d'adoption. Donc, pour adopter, il faut être dans les 4 conditions, dans les 4 catégories d'enfants pour pouvoir être adoptable. Okay. Maintenant, ce que je veux préciser, c'est que les enfants de nos parents que nous recueillons chez nous pour les éduquer ou pour leur offrir quand même un cadre adéquat pour leur futur, ne sont pas des enfants que nous adoptons. Parce que l'adoption est une procédure qui doit se faire en justice. Voilà. Si vous voulez adopter l'enfant de votre soeur ou de votre frère, il faut forcément le faire en justice. Le cas échéant, vous donnez seulement
de la force à cet enfant-là pour qu'il puisse devenir quelqu'un de mieux. Mais vous ne l'adoptez pas juridiquement. Ok, là ce sont des enfants sous tutelle, sous notre tutelle. Oui, même la tutelle, c'est un acte juridique. Il faut aller en justice pour demander la tutelle. D'accord. Voilà. Bon, ok. Ça, on a vu les catégories dans lesquelles un enfant peut être adopté. Alors, mais qui peut adopter? La personne qui adopte doit avoir peut-être quelle... on va pas dire catégorie, mais qui peut adopter tout simplement? Alors, avoir un enfant est un acte extrêmement sérieux que le législateur a décidé de mettre quand même un certain nombre de conditions en place pour toutes les personnes qui veulent adopter. Le législateur dit, pour adopter, il faut au moins avoir 30 ans. Donc déjà, si vous n'avez pas 30 ans, c'est pas la peine. Il faut être majeur et mature. Voilà, vous ne pouvez pas adopter un enfant. En plus de cela, il faut que l'enfant que vous voulez adopter là, qu'il y ait au moins une différence d'âge de 15 ans entre vous et l'enfant. Maintenant, si c'est un couple qui veut adopter, un couple marié qui veut adopter, il faut que l'un des époux ait au moins 30 ans et que l'enfant, la différence d'âge aussi qui existe entre l'enfant et l'un des époux là, soit au moins 15 ans. Mais maintenant, quand vous vous mariez à une femme qui a déjà un enfant, ou vous vous mariez à un homme qui a déjà un enfant, et que vous voulez adopter son enfant, la loi fait une exception et vous permet de rabaisser l'âge de la différence d'âge entre l'enfant et l'adoptant à 10 ans. D'accord. Voilà, mais pour des raisons pertinentes aussi, je pense que si c'est bien expliqué, le tribunal, ou si vous voulez, la justice a la possibilité encore de réduire l'âge. Ok, mais est-ce que dans un couple marié, si un des époux décide d'adopter individuellement, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Dans le couple, monsieur peut décider d'adopter un enfant et madame n'est pas d'accord. C'est ça? Elle dit non, moi je ne veux pas que cet enfant-là soit mon enfant. Il n'y a pas de souci. Monsieur peut bel et bien adopter l'enfant. Ou madame décide d'adopter un enfant et monsieur n'est pas d'accord. Monsieur ne veut pas que l'enfant porte son nom ou voilà, soit son héritier un jour. Madame peut bel et bien adopter l'enfant. Mais la seule condition, c'est qu'il doit donner son accord. Il dit oui, je ne veux pas que ça soit mon enfant, mais je te permets de l'adopter pour que ça soit ton enfant. Par exemple, si c'est la femme qui l'adopte, l'enfant portera le nom de la femme. Ok. Voilà. Donc, la seule condition, il faut qu'il donne son accord. Mais son accord ne veut pas dire qu'il est co-adoptant. Il vous donne juste la possibilité d'adopter votre enfant. D'accord, c'est bien noté. Est-ce que l'enfant peut être adopté par plusieurs personnes? Dit encore, nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par un couple marié. C'est pour dire que quand vous êtes dans le concubinage, vous n'avez pas la possibilité d'adopter un enfant en commun. Une des personnes peut, dans le concubinage ou dans les unions libres, décider d'adopter un enfant. La loi, au regard de l'intérêt de l'enfant, peut lui accorder ça. Mais quand vous décidez d'aller en commun pour adopter l'enfant, il faut forcément être un couple marié. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas un couple marié, vous ne pouvez pas... Non, les deux personnes, plusieurs personnes peuvent pas adopter un enfant au même moment, à moins que ce soit un couple marié. Et un couple marié, un homme et une femme. Bien sûr, jusque-là, au Burkina, c'est ce qu'on reconnaît, Olivier, t'en fais pas. En fait, je dis ça parce que il y a la possibilité pour des étrangers d'adopter des enfants au Burkina. Et c'est la même condition qui suit l'enfant. Parce que l'enfant est burkinabé, c'est le droit burkinabé qui couvre la tête de l'enfant. Donc, ces conditions doivent être respectées, que ce soit au Burkina ou ailleurs, à partir du moment que c'est un enfant burkinabé qui doit être adopté. D'accord. Alors, Olivier, on va devoir s'arrêter ici. Le temps imparti à cette émission est terminé. On verra bien la possibilité donc d'éclairer plus le public prochainement. Merci à toi, Olivier. Merci. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs. Rendez-vous demain, jeudi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien. Excellente journée. Cus.